Donc, Hanan Lomi qui va nous parler du DPI, les indications de choix. Alors, à toi, Hanan, et s'il te plaît, il faut respecter le temps alloué. Merci. Okay. Alors, je commence tout d'abord par remercier le comité de la STGO ainsi que le président de la STGO de m'avoir invité à parler d'un sujet aussi pointu. C'est un sujet qui agite tout le milieu scientifique depuis plusieurs années, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est au sujet du diagnostic préimplantatoire pour les francophones ou du PJD aussi pour les anglophones. Il n'y a que celui-là qui marche. Les deux. OK. Donc, ce diagnostic préimplantatoire a été mis au point par Handisai en 90, donc bien avant l'ICSI. Donc, ça a été mis au point pour répondre à la question des couples à risque de transmission de maladies génétiquement transmissibles. Ce diagnostic préimplantatoire consiste en une analyse et un diagnostic génétique intéressant les embryons issus de FIV. La première naissance a été décrite par la même équipe en Grande-Bretagne, par la naissance d'une fille issue d'un couple à risque de développer la mucoviscidose. C'était en 92. Alors, ce diagnostic préimplantatoire permet de sélectionner les embryons issus de FIV et de choisir les embryons indemnes à une pathologie donnée et les embryons sains à replacer in utero. Alors, ce DPI est une alternative aux techniques classiques et habituelles de diagnostic prénatal. Ça offre aux couples à risque de transmettre une anomalie génétique d'une particulière gravité ou d'anomalie chromosomique la possibilité de choisir les embryons à replacer, tout en évitant l'interruption médicale de la grossesse. Donc, cette interruption médicale de la grossesse, comme on le sait, est indiquée dans le cadre des pathologies autosomiques dominantes, dans 50% des cas, et dans 25% des cas pour les maladies autosomiques récessives et les autres modes de transmission aussi. Alors, ce DPI offre cette possibilité et donne des chances de choisir les embryons sans le recours à l'IMG, et il est éthiquement très acceptable et plus acceptable que l'IMG, bien sûr, après DPN. D'où les sociétés savantes ont accepté ce diagnostic préimplantatoire sans aucun essai randomisé. Alors, en pratique, le DPI commence par une demande qui émane des couples ou des généticiens, des cliniciens. Donc, ça commence par un conseil génétique et une orientation vers la FIV obligatoirement pour accéder aux embryons, pour accéder aux gamètes et pour prélever un échantillon biologique à donner à la génétique pour l'analyse. Alors, cet échantillon biologique peut être sous forme d'un premier globule polaire pour les pays qui n'autorisent pas donc, la manipulation de l'embryon comme l'Italie et l'Allemagne. La biopsie embryonnaire, c'est le gold standard de cette technique de diagnostic préimplantatoire, et le recours à la biopsie embryonnaire peut se faire soit à J3, donc du développement précoce de l'embryon, soit à J5, c'est-à-dire au stade de blastocyste, où on peut récupérer des cellules du trophectoderme et un nombre assez suffisant de cellules. Une fois l'échantillon biologique est là, une analyse génétique sera faite sur cet échantillon biologique, à savoir le globule polaire ou les cellules provenant de l'embryon, au stade J3 ou au stade J5. Cette analyse génétique va permettre donc... Alors, ça ne marche pas. Voilà.
Donc, cette analyse génétique va se faire à la manière de la cytogénétique, c'est-à-dire de la fiche de l'hybridation in situ, ou bien à la manière de la biologie moléculaire, et on parle de DPI moléculaire. Donc, c'est à l'équipe de génétique d'adapter la technique de DPI à la maladie ou à l'anomalie en question. Une fois on a l'analyse génétique et on a les résultats, on va sélectionner les embryons pour un éventuel transfert. Alors, si les embryons ont été choisis dans les timings du transfert, c'est-à-dire avant J5 ou J6, on peut transférer en frais, sinon on congèle le tout et on fera le transfert en différé après congélation. Voilà la procédure pratique du DPI. Alors, ce DPI est indiqué à la manière du DPI cytogénétique, surtout dans les cas de translocation. C'est-à-dire, on fait la fiche en cas de cariotype qui montre une translocation type robertsonienne ou réciproque. On sait très bien que les translocations robertsoniennes consistent en la fusion de 2 chromosomes. Donc, on a déjà une formule cariotypique qui n'est pas normale, mais qui est quand même équilibrée chez les parents et qui reste à risque de donner un individu qui est monosome ou ayant une trisomie. Donc, on sait que certaines anomalies sont des anomalies létales, mais reste le risque de trisomie et aussi de fausse couche s'il n'y a pas naissance d'un individu carrément. Alors, deuxième cas de translocation, donc c'est les translocations réciproques. Là, il y a des échanges de fragments entre les chromosomes non homologues et on assiste donc à un risque de monosomie partielle ou de trisomie partielle. De toutes les manières, le risque reste la naissance d'un enfant déséquilibré génétiquement. Alors, d'autres indications qui sont relatives au DPI cytogénétique, qui sont plus rares que les translocations, telles que les microdélétions et les inversions, et d'autres pathologies qui font appel à la fiche et même à la CGH-AV. On va parler de ça. Un deuxième volet des indications, c'est les anomalies géniques ou les anomalies monogéniques. Là, l'histoire est plus complexe et que quand on parle de DPI moléculaire, il faut bien connaître la maladie, son caractère familial, le gène responsable, la mutation responsable pour pouvoir avancer sur le diagnostic préimplantatoire. Et on fera appel de la PCR au NGS pour résoudre ce problème de diagnostic génétique embryonnaire et pour faire le choix des embryons. Alors, la liste des maladies qui représentent des indications au diagnostic préimplantatoire. En tête de liste, on trouve les maladies autosomiques dominantes. Là, vous voyez donc une maladie qui est assez fréquente en Tunisie, qui est l'épidermolyse bulleuse. C'est une dermatose qui engage le pronostic vital et qui a une incidence assez élevée en Tunisie et surtout dans la région de Sfax. Alors, deuxième volet, c'est les maladies autosomiques récessives. Et vous savez très bien que nous sommes dans une région à forte et à haute fréquence de consanguinité. Donc, ces maladies autosomiques récessives sont très fréquentes. Donc, le nombre, il est assez élevé. Et en tête de liste, je cite la xéroderma pigmentosum, qui est une génodermatose qui engage aussi le pronostic vital et dont l'incidence en Tunisie est assez élevée. Il y a aussi la myopathie de la Tunisie, qui est donc mise au point par Dr Benhamid, qui est aussi assez fréquente et handicapante et engage une qualité de vie très médiocre. Voilà, donc il y a beaucoup de maladies pour lesquelles il y a nécessité d'un diagnostic
préimplantatoire en alternative avec le diagnostic prénatal, il y a aussi les maladies liées à l'X. Je cite le syndrome de l'X fragile, l'hémophilie et d'autres pathologies qui ne cessent d'apparaître, et vous savez très bien les avancées en matière de génétique. Alors là, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'indications au diagnostic préimplantatoire conventionnel. Toujours, les comités d'éthique ont des choses à reprocher. Donc, toujours, il y a l'histoire de la technique invasive qui peut altérer l'embryon et qu'il faut des efforts pour améliorer ces techniques. Il y a aussi la notion de mérite, souffrance par rapport au long parcours des couples qui vont parcourir la FIV et après attendre les résultats de la génétique et tout ça. Il y a aussi des reproches par rapport aux résultats récupérés de la génétique qui peuvent être au-delà de nos attentes, c'est-à-dire découvrir d'autres maladies ou d'autres pathologies. Est-ce qu'on donne ça au couple? Est-ce qu'on donne ces résultats à ces patients ou pas? Et reste aussi l'histoire de quelques situations où les maladies sont à révélation tardive quand même, comme la maladie de Huntington ou bien les cancers. Donc on voit des familles prédisposées à des cancers qui demandent le DPI. Est-ce que éthiquement, c'est faisable, l'embryon est sain, il n'a pas encore développé la pathologie, est-ce qu'on peut l'éliminer, l'écarter ou pas? Tout ça mérite la réflexion, mais de toutes les manières, le DPI conventionnel et diagnostic a ses indications et doit être parmi les alternatives pour donc diagnostiquer ces pathologies assez tôt. Alors, deuxième partie de la présentation va concerner le monde de la FIV et de l'assistance médicale à la procréation et ce fameux PJS pour les anglophones ou bien le diagnostic préimplantatoire pour recherche d'aneuploïdie, ce qu'on appelle le DPIA, ce qu'on appelle aussi le dépistage génétique préimplantatoire. C'est vrai que ce sujet agite le monde scientifique depuis un certain temps. Et la réponse à son bénéfice reste ambiguë. Alors, pour ce dépistage génétique préimplantatoire, il y a certaines indications pour lesquelles ce diagnostic est pratiqué pour l'instant. Donc, c'est les couples à haut risque d'aneuploïdie, à savoir l'âge maternel avancé, les échecs d'implantation, les fausses couches à répétition et les infertilités masculines sévères. Alors, chez ces couples-là, le but, c'est de gérer l'échec et d'améliorer les résultats et surtout de sélectionner des embryons euploïdes à replacer pour améliorer les chances ou les taux de naissance vivantes. Ce qui est différent par rapport au DPI conventionnel qu'on vient de voir, c'est que on n'a pas de pathologie à rechercher, l'analyse génétique est non ciblée, et puis on est devant et face à des couples infertiles, inversement au DPI conventionnel où on est face à des couples quand même fertiles. Alors, d'où l'histoire de ce bénéfice-risque. Est-ce que ce rapport est positif ou négatif? Et pour illustrer tout ça, je vous ai scindé l'histoire de ce DPIA en saisons. Alors, la première saison est intitulée « Bonne idée du PJS, mais ne donne pas forcément de bons résultats ». C'était entre les années 2000 et 2008, où tout le monde a essayé de pratiquer ce PJS, et les résultats sont les suivants. Pas d'augmentation du taux de naissance dans diverses indications, comme l'âge maternel avancé, les échecs d'implantation, donc pas de résultats pour ce PJS, il n'y a pas d'augmentation des taux de naissance. Ils ont testé aussi ce DPIA chez les couples de bon pronostic. Alors, c'était une étude prospective, donc publiée dans Fertile Stérile,
Et donc, on voit donc l'effectif, il est un peu réduit, donc 21 cas versus 22 cas de patients qui ont bénéficié ou pas du PGS. Et on trouve que, en fait, il n'y a pas de bénéfice à ce PGS, même chez les patients de bon pronostic, mais on a aussi donc des taux qui sont des résultats qui sont statistiquement non significatifs quand même. Alors, ce qu'il faut savoir que quand ils ont fait cette étude, la digestion de la zone pellucide a été réalisée avec l'acide thyroïde, donc chimiquement, pas avec le laser. Ce qu'il faut savoir aussi que la biopsie a été réalisée à J3, et puis la fiche n'a concerné qu'un certain nombre de chromosomes, qui est de l'ordre de 8 chromosomes, donc beaucoup inférieur à la moitié du nombre de chromosomes à analyser. Et pire, donc, on a aussi assisté à la publication de l'équipe hollandaise qui a démontré qu'il y a une diminution carrément des taux de naissance avec ce PGS. Cette publication a bouleversé le monde de l'AMP et les sociétés savantes ont conclu à ce qu'on met en garde cette technique, qu'il faut faire des études pour en fait ajuster cette technique et voir vraiment les résultats sur d'autres projets. Alors la saison 2, le DPI n'a pas été à la hauteur de ce que demandent les praticiens, ce qu'attendent les praticiens. Pourquoi? Et là, plusieurs hypothèses ont été évoquées. L'effet délétère de la biopsie embryonnaire. 2, le nombre insuffisant de chromosomes testés en fiche. Et troisièmement, le blastomère analysé à J3, est-ce qu'il reflète vraiment le contenu de l'embryon? Là, donc, commencent les études sur le mosaïcisme embryonnaire. Et là, en 2011, on a vu paraître 36 études qui parlent de ça et ont confirmé ce taux assez élevé de mosaïcisme à J3 chez l'embryon. C'est-à-dire que les cellules de l'embryon à J3 sont très hétérogènes génétiquement et que le prélèvement d'une ou deux cellules ne reflète pas vraiment la totalité du contenu génomique de l'embryon, d'où les résultats du PGS qui paraissent médiocres. Alors, le taux de mosaïcisme s'élève à 73%. Déjà, c'est une donnée. Donc, en fin de cette saison, toujours les questions sont là, mais en travaillant sur aussi la qualité du prélèvement, le timing du prélèvement, le choix du nombre de cellules à analyser, et tout ça a été mis au point lors de la saison 3. Donc, à partir de 2013, nous avons commencé systématiquement à améliorer les techniques. Donc, avec les avancées en génétique type CGH, c'est-à-dire analyse génomique comparative, qui permet l'analyse globale du génome en comparaison avec un ADN témoin, par le NGS, c'est-à-dire le séquençage à haut débit. Donc, déjà, le diagnostic génétique est amélioré. Sur le plan biologique, donc, les biologistes de la reproduction ont travaillé sur la biopsie du blastocyste et la biopsie du trophectoderme en récupérant plus de cellules, entre 5 à 10 cellules par blastocyste, ce qui permet une analyse génétique plus fiable. Et en plus, ils ont aussi remarqué qu'à ce stade-là, il n'y a pas d'effet délétère sur l'embryon comme celui paru pour les embryons J3, et on voit sur le diagramme, donc en bleu, c'est les embryons non biopsiés, en rouge, c'est les embryons biopsiés.
Donc soit AJ3, soit AJ5. Et AJ5, les embryons biopsiés sont comparables sur le plan développement et potentiel d'implantation qu'à ceux non biopsiés. Par contre, pour les embryons AJ3, on voit que le développement s'altère avec la biopsie. Alors, après toutes ces avancées, on a vu paraître donc des publications beaucoup plus rassurantes par rapport au PJS. Donc, à partir de 2013, c'était des études randomisées avec des effectifs assez importants. Ces études ont conclu à une aneuploïdie chez 50% des blastocystes qu'on récupère après culture. Et toutes ces études s'alignent sur le fait qu'il y a un bénéfice avec le PJS par rapport au taux de naissance vivante et à la réduction des fausses couches. Alors, donc, on a vu un revirement des pensées vers le PJS. C'est à suivre, donc à confirmer et à confirmer surtout par les sociétés savantes. Donc, je conclus pour dire que pour les couples à risque de transmettre une maladie d'une particulière gravité ou bien d'une anomalie chromosomique détectée lors du karyotype, le DPI reste une bonne alternative éthiquement plus acceptable que le DPN. Ça évite le recours à l'IMG. Le DPI conventionnel permet donc de choisir les embryons génétiquement sains et indemnes. Alors, on a vu les indications. Ces indications doivent être ajustées en fonction de la religion, de la loi et de l'éthique de chaque pays. Et par rapport au screening, là, on a vu qu'il y a un revirement des pensées, mais est-ce que c'est vrai? On attend quand même les recommandations. Alors, dernière plaque, là, je vous invite à la 4e saison où j'espère qu'on va commencer le DPI réellement en Tunisie. Je pense que tout le monde est d'accord. Au moins le DPI conventionnel, c'est aussi à suivre. Et merci pour votre attention.